Les rires et les conversations se mêlaient aux éclats des verres de champagne dans l'immense jardin de l'ancienne propriété Kensington à Greenfield. L'occasion, une fête somptueuse à la fois pour l'anniversaire de la grand-mère, mais aussi, officieusement, pour montrer à la ville entière que la famille de Monica Delaney restait influente, respectée et surtout intacte. Des tentes blanches couvraient la pelouse parfaitement tondue, un quatuor à cordes jouait sous une gloriette, et les visages affichaient ce genre de sourire qu'on porte quand on sait que tout le monde regarde. Mais lorsque le vieux portail en fer forgé grinça, coupant net la musique et les bavardages, tous les regards se tournèrent. Là, debout, devant l'entrée, un homme, une silhouette élancée, amaigri, à la peau marquée par le soleil, un vieux sac militaire sur l'épaule. Il portait une chemise bleu pâle, un pantalon beige simple, et dans sa main droite, une petite fille. Ses tresses impeccables, sa robe modeste, ses yeux grands ouverts, remplis à la fois d'appréhension et d'un espoir timide. Elle s'appelait Ellie. Lui, c'était Graham Carter, 45 ans, vétéran de l'armée et ex-mari de Monica. Laisse un j'aime si cette histoire t'a touché et partage ton avis dans les commentaires. Dis-nous aussi depuis quelle ville tu nous regardes. Continuons l'histoire. Il avança de quelques pas sur l'allée en gravier, puis s'arrêta juste au bord du tapis blanc qui menait aux tables dressées. Il n'eut pas besoin de hausser le ton. « Je suis venu chercher ma fille. » Sa voix portait malgré sa retenue. Monica se retourna. Ses lèvres rouges se crispèrent légèrement avant de s'étirer dans un sourire trop bien rodé. « Tu es un peu en avance ?» Graham tendit une feuille, une copie de l'ordonnance du juge. Selon l'accord signé par nos avocats, aujourd'hui marque le début de la garde partagée. Je dois l'emmener vivre avec moi. 3 mois à l'essai, puis nouvelle évaluation. Monica jeta un œil au document comme si c'était la carte d'un restaurant de bord de route. « Oui, je me souviens. » Puis d'un ton mielleux, elle ajouta en se penchant vers Ellie, « Tu veux y aller, ma chérie ?» Ellie ne répondit pas. Elle leva les yeux vers sa mère, puis vers son père. Un hochement de tête, rien d'autre. À quelques mètres, une cousine murmura avec mépris, « Eh bien, voilà le soldat fauché qui vient réclamer sa part. » Un homme d'âge mûr, accoudé à une table, ajouta « Il paraît qu'il a hérité de cette ruine sur la colline. Même les rats refusent d'y vivre. » Des ricanements parcoururent l'assistance. Graham ne répliqua pas. Il s'accroupit simplement pour rattacher la sandale de sa fille. Elle serra un peu plus fort sa main, ses yeux se remplissant de larmes silencieuses. Monica croisa les bras. Son sourire avait disparu. « Je ne t'empêcherai pas de la prendre, c'est ton droit. Mais si tu comptes vraiment l'installer dans un taudis sans électricité ni eau courante, alors je me réserve le droit de demander une nouvelle évaluation. » Il se redressa, la regarda droit dans les yeux. « Ma fille a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment. Pas de dorure. Elle aura tout ce qu'il lui faut. L'opinion de ta famille ne me concerne pas. » Un oncle ajouta avec condescendance « Monica a raison. Élever une petite fille dans ce genre d'endroit, c'est presque de la négligence. » Puis Monica lança sa dernière flèche. « Si ma fille doit vivre là-bas, ce sera juste une malchance de plus dans sa vie. » Le silence s'installa. Le bruit léger d'une cuillère contre une tasse fut le seul son audible. Graham fixa Monica longuement. Aucun mot de plus. Il se tourna vers Ellie et lui dit d'une voix douce, juste assez forte pour que tous entendent « On rentre à la maison, ma puce. Ta mère a déjà fait son choix. » Il lui prit la main. Et ensemble, ils quittèrent le jardin traversant une mer de regards, certains compatissants, d'autres pleins de jugement. Mais Ellie ne se retourna pas. Elle s'accrochait à la main de son père comme à une bouée, un ancrage dans un monde instable. Et pendant qu'il s'éloignait sous les arbres, personne ne remarqua l'invité qui, discrètement, venait de sortir son téléphone pour filmer toute la scène. 3 jours plus tard, cette vidéo devenait virale. Titre : un père humilié devant tout le monde, mais sa réponse a laissé la foule sans voix. La camionnette de Graham roula longtemps sur une route de terre déserte, ses pneus grattant le gravier comme des murmures anciens. Lorsque le moteur s'arrêta, Ellie colla son front à la vitre. « C'est ici notre maison, papa ?» Graham ne répondit pas tout de suite. Il coupa le contact, posa ses 2 mains sur le volant et observa au-delà du portail rouillé. Là se dressait le manoir hérité. 3 étages, décrépits, couverts de mousse, les murs écaillés, une balustrade écroulée, les lianes rampantes atteignant presque la toiture. Il sortit du véhicule, contourna la benne arrière pour prendre une valise et un vieux sac. Puis, il ouvrit la portière pour faire descendre Ellie. Sa robe s'accrocha aux mauvaises herbes qui avaient dépassé ses genoux. Graham sortit une clé ancienne qu'il tourna 3 fois dans la serrure du portail. Celui-ci s'ouvrit dans un gémissement sourd, presque comme si la maison elle-même s'éveillait après un très long sommeil.
À l'intérieur, la poussière flottait comme du brouillard, les planches craquaient sous leurs pas, les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignées. Une vieille bibliothèque effondrée, un fauteuil renversé, une photo encadrée posée face contre terre. Graham la retourna, un portrait en noir et blanc d'un jeune homme droit et grave devant cette même maison. Son oncle, Edward, disparu depuis 20 ans. Ellie se contenta de faire glisser ses doigts sur la table pleine de poussière. Graham ouvrit les volets. La lumière jaillit d'un coup, révélant chaque recoin abîmé. Dans la cuisine, des casseroles rouillées. Dans le bureau, des piles de cartes et de documents annotés à la hâte. Ellie poussa une porte menant à une bibliothèque. Cet espace semblait différent, préservé, presque sacré. Sur un mur, un tableau effacé montrait une silhouette face à une obscurité incomplète. Ellie le fixa longuement. On aurait dit que la personne sur le tableau ne posait pas, mais se cachait. Pendant ce temps, Graham grimpa les escaliers. Sur une table d'appoint, il trouva un carnet de cuir glissé entre deux annuaires. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Edward. Page 1, ce n'est qu'en regardant en arrière qu'on voit ce qu'on a oublié. Quelques notes suivirent, bruit de vent, marques étranges sur un plan, le reste vierge. Ce soir-là, ils dînèrent à même le sol en bois, balayé à la hâte. 2 boîtes de repas à emporter, une vieille boîte de lait condensé servant de bougeoir. Ellie mangea peu, mais entre 2 bouchées, elle leva les yeux vers son père. « Ce n'est pas comme chez maman, mais je crois que même sans jouer, si t'es là, ça me suffit. » Graham s'arrêta, posa sa fourchette, puis acquiesça. « Alors peut-être que je n'ai pas si mal commencé. » Elle sourit, timidement. La nuit tomba. Le vent souffla fort, frottant les branches contre les murs comme des doigts invisibles. Plus tard, pendant qu'elle dormait, son ours en peluche contre elle, Graham reprit le carnet. La dernière page semblait plus épaisse. Il passa un ongle sous la reliure. Un petit triangle de papier glissa. C'était un fragment de carte, encre rouge, un point encerclé, CR. L'écriture ne correspondait pas au reste. Il glissa le papier dans sa poche et leva les yeux vers le portrait fissuré d'Edward. Cette fois, il y avait comme un sourire dans son regard. Le lendemain matin, la lumière du soleil peinait à filtrer à travers les vitres crasseuses de la vieille maison. Graham s'était levé tôt. Le carnet d'Edward reposait toujours ouvert sur la table, à la page où il avait caché le fragment de carte. Ce simple petit bout de papier, jauni par le temps, semblait plus lourd qu'il ne l'était. Il le sortit doucement de sa poche et l'examina à nouveau. L'encre rouge avait légèrement bavé, mais le cercle autour du mystérieux CR restait net, précis, presque trop soigneusement tracé pour un simple gribouillage. Quelque chose dans le tracé suggérait l'urgence ou l'intention. Alors qu'Ellie dormait encore à l'étage, Graham s'était armé d'une lampe torche et avait entrepris d'explorer la maison, pièce par pièce. Dans un renfoncement du salon, derrière un vieux buffet, il trouva une section du mur qui sonnait creux. Il posa ses doigts dessus, appuya, puis recula d'un pas. Il savait que ce genre de choses ne relevait pas du hasard. Il revint quelques minutes plus tard avec un petit pied de biche récupéré dans la remise et commença à démonter les planches une par une. La poussière s'éleva dans l'air en nuées opaques, mêlées à l'odeur épaisse du bois humide. Derrière la cloison, dans une cavité dissimulée, il découvrit un simple papier calque, plié en 4 avec soin. Dessus, une seule ligne, griffonnée à la hâte, mais avec une conviction palpable. Tous les souvenirs ne s'écrivent pas à l'encre. En dessous, 2 initiales, EB, Edward Bishop, son oncle, celui dont personne n'avait plus jamais parlé, celui que toute la famille prétendait avoir oublié. Ce même jour, après avoir déposé Ellie à sa sieste, Graham prit le bus jusque dans le centre-ville de Morton Hill. Il s'arrêta devant une petite bâtisse dissimulée derrière une rangée d'érables. La bibliothèque municipale. De l'extérieur, elle ressemblait à une ancienne chapelle. À l'intérieur, l'air était sec, empreint de vieux cuir et de papier moisi. Il n'y avait personne à l'accueil, juste le bruit lointain d'un balai frottant le sol dans les rayons. Graham s'apprêtait à s'enfoncer dans la section des archives quand une voix surgit derrière une étagère. Grave, râpeuse, délibérée. « Vous êtes venu pour Edward Bishop, n'est-ce pas ?» Il se retourna surpris. Une femme âgée, mince, aux cheveux argentés soigneusement attachés, le fixait depuis l'ombre. « Pardon, comment savez-vous ?» Elle s'avança, posant son balai. « Parce que vous avez ses yeux. Et parce que personne ne vient ici par un matin d'hiver sans chercher quelque chose qu'il a perdu. » Elle tendit la main. « Margaret Bloom. J'étais employée à la mairie autrefois. Maintenant, je garde les clés de ce lieu. » Elle marqua une pause. Edward venait ici souvent, dans ces dernières années. Il disait toujours que cette maison, celle que vous avez héritée,
n'était pas faite pour y vivre, qu'elle était une épreuve, un seuil. Graham sentit son cœur se serrer. Cette phrase, elle faisait écho à celle du papier retrouvé. Un seuil, pas un refuge, pas un confort, un test. « Vous le connaissiez bien ?» demanda-t-il. Margaret inclina la tête. « Je le connaissais et je lui devais quelque chose. Après la mort de mon mari, il m'a écrit une lettre, à la main. Il disait que les souvenirs oubliés étaient comme les morts non enterrés. » Elle ouvrit un tiroir sous le comptoir et en sortit une enveloppe épaisse, vieillie, au cachet à moitié décollé. Il m'a demandé de remettre ça uniquement à quelqu'un de sa famille, s'il venait un jour chercher des réponses. Et cette nuit, j'ai rêvé de lui, pour la première fois depuis 15 ans. Graham prit l'enveloppe, son nom était écrit dessus. Il l'ouvrit. Dedans, une feuille jaunie et l'écriture d'Edward plus ferme, plus pressée. Si tu lis ceci, c'est que tu as fait le premier pas. Ne fais pas confiance à tous les murs. Ne néglige rien, même ceux qui semblent insignifiants. J'ai laissé 3 marques X. Une dans la réserve, une dans la bibliothèque et une dans la chambre principale. Chacune est un masque, celui qui les trouve toutes et celui en qui j'ai placé ma confiance. Accompagné du mot, un plan rudimentaire de la maison. 3 X rouges, clairs, marqués au millimètre près. Margaret regarda le plan par-dessus son épaule. Il disait toujours, ce n'est pas un trésor, c'est un serment. Un serment pour celui qui saura patienter. Graham referma doucement la lettre. Ses mains tremblaient encore. Je ne sais pas si je suis cette personne, mais maintenant que j'ai commencé, je ne peux plus reculer. Et ce soir-là, quelque chose se produisit. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Depuis 2 nuits, Graham ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de son oncle réapparaissait, figé dans une vieille photo, comme s'il tentait de lui parler à travers les murs. Tout dans cette maison semblait résonner avec son passé. Même les notes qu'il trouvait désormais un peu partout, dans un tiroir de cuisine, sur le dos d'un vieux calendrier, semblaient chuchoter « Ce n'est que lorsque le cœur est prêt à s'ouvrir que la pièce révèle son passage. » Il n'était pas venu ici pour chercher des légendes. Il n'avait jamais cru aux récits de trésors enfouis, aux cartes au trésor. Il voulait juste un endroit pour repartir de zéro avec sa fille. Mais Ellie, elle, avait vu autre chose. Un matin, alors qu'elle dessinait dans un coin de la bibliothèque, elle leva les yeux vers lui. « Papa, tu crois que le X sur le plan, ça veut dire quelque chose ?» Il avait souri, distrait. « C'est sûrement une vieille blague, d'oncle Edward. Rien de plus. » Mais quelques minutes plus tard, Ellie se pencha vers un tapis ancien dans un angle de la pièce. « Regarde, ici c'est pas plat. » Elle souleva un coin, Graham s'approche, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Un X, tracé à même le bois, usé, comme frotté par les années. Pas de la peinture, pas de l'encre, comme une vieille trace de rouge à lèvres, restée malgré le temps. Il recula d'un pas. Le X correspondait parfaitement au plan, exactement à l'endroit indiqué. Il saisit son couteau de poche et commença à soulever les lattes du plancher. Le bois craqua, résistant, puis céda. En dessous, une trappe en fonte, rouillée, sans serrure. Elle semblait avoir attendu là, patiemment, depuis toujours. « Seigneur !» souffla-t-il. Ellie s'était approchée. « Je peux venir avec toi ? Je ferai attention. » Graham posa une main sur son épaule, hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu restes collé à moi. » Promis ? Elle acquiesça. Ensemble, ils ouvrirent la trappe, et ce qu'ils allaient découvrir en dessous allait changer leur vie à jamais. Les marches craquaient sous leurs pas, si usées que Graham se demandait à chaque instant si elles n'allaient pas céder. L'air en bas était froid, presque humide, porteur d'une odeur ancienne, mélange de terre, de bois et de métal oublié. Ellie descendait juste derrière lui, sa petite main serrée autour de la sienne, sa respiration à peine audible dans le silence épais du sous-sol. À la lueur de la lampe torche, le plafond voûté apparaissait recouvert de toiles d'araignée, mais tout en bas, le sol semblait étonnamment propre. Le sous-sol était vaste, bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Des draps blancs recouvraient des meubles, des étagères, même des sculptures en bois sculpté. Mais ce n'était pas la poussière habituelle d'un lieu oublié. Non, ici, tout semblait avoir été nettoyé soigneusement, puis scellé. Comme si quelqu'un avait préparé cet endroit pour être retrouvé. Au centre de la pièce, un grand coffre en bois renforcé par 3 cadenas en fer forgé. Graham s'approche, il posa la main sur le premier cadenas. Il s'ouvrit d'un simple clic. Surpris, il tenta le second. Même chose. Le troisième céda dans un léger grincement métallique. Ellie, debout juste à côté, le regardait sans un mot. Graham inspira profondément, puis souleva le couvercle. À l'intérieur, c'était de l'or, pas seulement quelques pièces ou des bijoux. De véritables lingots empilés dans de petites boîtes en bois,
de l'argent massif, des pièces anciennes de la guerre d'indépendance, des obligations bancaires millésimées, classées avec soin et étiquetées à la main. Sur un carton, on pouvait lire « Réserve d'urgence », à ne pas divulguer, réservé à celui qui comprend la valeur véritable de ce foyer. Graham resta figé. Il pensait avoir reçu une ruine. Un boulet, mais ce manoir, c'était un testament, un legs que son oncle Edward avait préservé, non pas dans un document légal, mais dans un acte de foi. Au fond du coffre, Ellie tira un cadre, une photo de Graham enfant, cachée derrière la jambe d'un homme, Edward. En dessous, une ligne griffonnée. « Si un jour tu reviens, laisse la confiance guider ta main. » Graham ferma doucement le coffre et serra la main de sa fille. « On l'a trouvé. Est-ce que d'autres peuvent venir le prendre aussi ?» demanda Ellie en murmurant. Graham baissa les yeux vers elle, il ne répondit pas tout de suite. Il savait que ce trésor allait attirer les vautours, son ex-femme, sa famille, les médias, mais ce coffre n'était pas pour eux. Ce trésor n'était pas un héritage, c'était une responsabilité. Plus tard dans la soirée, alors que Graham classait les documents trouvés dans une vieille boîte en fer, le téléphone de la maison sonna une fois, puis plus rien. Ce détail aurait pu paraître anodin, mais pour lui, ce fut le signe que tout venait de basculer. Le lendemain, dès les premières heures, Graham et Ellie ressortirent du sous-sol. Il referma la trappe soigneusement, recouvrit le tout d'un vieux tapis et installa une commode par-dessus. Il ne savait pas encore comment protéger ce qu'ils avaient découvert, mais il savait une chose, la menace n'allait pas tarder. Et elle prit la forme d'un véhicule noir brillant s'arrêtant devant le portail rouillé. Graham, qui réparait le loquet du garage, releva la tête. Il reconnut tout de suite la silhouette qui descendit du SUV. Monica, robe beige, lunettes de soleil, démarche lente et assurée. Derrière elle, un homme en costume gris portait une pile de dossiers. Un avocat, bien sûr. Graham descendit du perron. Monica. Elle retira ses lunettes et afficha ce sourire qu'elle réservait aux réunions de comité. Doux mais tranchant. Je passais dans le coin. Je me suis dit qu'Ellie aimerait peut-être voir sa mère. À ce moment-là, Ellie sortit de la maison mais s'arrêta net. Elle ne courut pas. Elle ne sourit pas. Elle regarda sa mère comme on regarde une étrangère. « Mon cœur, maman est venue te voir. » Ellie ne répondit pas. Elle tourna les yeux vers Graham, attendant un signe. Il hocha doucement la tête. Elle resta à ses côtés. Monica reprit, d'un ton dégagé. « Tu sais, Graham, cette maison est si ancienne. Je sens l'odeur de bois pourri depuis l'extérieur. Il doit y avoir un sous-sol, non ?» Graham se raidit. C'était trop précis, trop calculé. Elle n'avait pas mis les pieds à moins de 10 mètres de la maison, et voilà qu'elle parlait du sous-sol. Et Monica, qui avait toujours eu horreur de la saleté et de la poussière, venait soudain faire une visite surprise. Il répondit calmement. « C'est juste un vieux débarras, rien d'intéressant. » Mais elle observait ses mains, les ongles noircis, une éraflure au poignet, une trace de terre sur le genou de son pantalon. Elle savait. L'avocat s'approcha et tendit les documents. « Nous venons avec de bonnes intentions. Mais si besoin, nous demanderons une évaluation temporaire de la garde. Cet endroit ne semble pas adapté pour une enfant. » Graham ne regarda même pas les papiers. Il regarda sa fille. Elle avait déjà agrippé sa main. Elle n'avait même pas jeté un œil à sa mère. La réponse était évidente. Il répondit d'une voix nette et posée. « Tu n'es pas venu pour Ellie ? Tu es venu parce que tu crois qu'il y a quelque chose ici. Ou peut-être que tu cherches quelque chose, mais ne te cache pas derrière elle. » Monica ne répondit pas. Elle se contenta de tourner les talons. Mais juste avant de remonter dans la voiture, son talon s'enfonça légèrement dans la terre meuble. Exactement là où Graham avait déplacé des planches la veille. Elle regarda sa chaussure, puis l'herbe. Un seul regard. Mais assez pour que Graham comprenne. Le jeu venait de commencer. Lorsque le SUV de Monica disparut au bout du chemin, laissant derrière lui un nuage de poussière et un silence encore plus pesant qu'à son arrivée, Graham resta assis sur les marches du perron, immobile. Sa chemise était trempée de sueur, son regard vide, fixé sur la grille en fer rouillé. Ellie, silencieuse, était derrière lui, les petites mains accrochées à son dos. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis que sa mère était repartie. Elle non plus ne souriait pas. Et elle avait senti, comme lui, que ce n'était pas une simple visite, ce n'était pas une tentative de réconciliation, c'était une mise en garde, un avertissement voilé. Graham poussa un long soupir, se leva, rentra dans la maison et referma doucement la porte derrière lui. Il alla directement dans la cuisine, ouvrit le tiroir du buffet et en sortit son vieux téléphone. Pas pour appeler quelqu'un, juste pour revoir une photo, celle qu'il avait prise dans la cave, le trésor, la lettre d'Edward, et surtout cette dernière ligne, griffonnée d'une main tremblante,
Le prix de la liberté, c'est parfois de renoncer à tout ce qui nous tenait prisonniers. Il comprit à ce moment-là que son oncle ne lui avait jamais légué une maison, il lui avait laissé une épreuve, une chance de se prouver à lui-même qu'il pouvait tenir, que malgré les coups, malgré les humiliations, malgré l'abandon, il restait debout, et qu'un père capable de traverser la honte pour protéger sa fille était le seul héritier légitime. Mais les épreuves ne faisaient que commencer, car quelques jours plus tard, un courrier officiel arriva, caché du tribunal du comté de Fairdale, une assignation. Monica lançait une procédure de demande de garde exclusive, motif invoqué, conditions de vie dangereuses pour un enfant, instabilité émotionnelle du père, exploitation illégale de biens non déclarés. Graham ne fut pas surpris. Il prit la lettre, la plia soigneusement et la posa sur la table, à côté du carnet d'Edward. Le combat n'était plus intime. Il devenait public. Le jour de l'audience provisoire, le tribunal de Fairdale avait des allures de salle de spectacle. Chaque siège de la galerie était occupé. Des journalistes de journaux locaux attendaient à l'entrée, caméra au point, curieux de voir de leurs propres yeux le vétéran ruiné devenu millionnaire caché. La foule chuchotait. On spéculait sur l'argent, sur la maison, sur la petite. Personne ne parlait d'amour, personne ne parlait de lien, juste de fortune, de légitimité, de droit. Graham s'assit sur le banc de droite, costume gris, un peu trop large, mais dos droit, regard calme. À ses côtés, Maître Jennings, un avocat commis d'office, compétent mais clairement dépassé. De l'autre côté, Monica, en robe noire, foulard de soie, flanquée de 2 avocats au regard d'acier. Derrière elle, son père, Franklin Delaney, ancien juge d'État, connu pour son arrogance légendaire. Le genre d'homme qui pensait que tout pouvait s'obtenir avec le bon stylo et le bon nom. Le juge Solomon entra, visage fermé, l'air de quelqu'un qui avait vu trop de divorces et pas assez d'enfants heureux. Il frappa une fois du marteau. Audience pour évaluation de la garde provisoire d'Ellie Carter. Madame Delaney, vous avez la parole. L'avocat principal de Monica se leva, lunettes fines, ton chirurgical. Votre honneur, ma cliente, Madame Monica Delaney, est la mère biologique de l'enfant. Il y a 6 mois, elle a accepté de confier la garde à Monsieur Carter dans l'espoir d'un arrangement amiable. Or, depuis peu, nous avons appris que l'enfant vit dans des conditions inadaptées. Propriété sans alarme, sans encadrement éducatif certifié, sans suivi médical. Il tapota sa tablette. Une image apparut sur l'écran du tribunal, Ellie, debout devant la maison dans une veste trop grande pour elle. Une autre photo, Ellie assise dans une pièce sombre, un dessin dans les mains. La dernière, un extrait du plan trouvé dans la cave, le X rouge bien visible. L'avocat reprit. En outre, depuis la découverte de biens de grande valeur non déclarés, nous avons de bonnes raisons de croire que la garde est utilisée comme levier pour conserver un patrimoine. Il ne s'agit plus uniquement d'un litige familial, il s'agit d'une affaire mêlant finance, droit immobilier et bien-être psychologique de l'enfant. Graham serra les poings. Il aurait voulu crier, dire la vérité. Que ce coffre, il n'en avait jamais voulu. Que cette maison, il l'avait acceptée parce qu'il n'avait rien d'autre. Mais il savait que s'il parlait trop, chaque mot serait retourné contre lui. Maître Jennings se leva à son tour. Sa voix était moins assurée, mais sincère. Monsieur Carter est actuellement le gardien principal de l'enfant. Elle vit avec lui depuis plusieurs mois, reçoit une alimentation correcte, suit un programme éducatif à domicile et ne présente aucun signe de négligence médicale ou affective. Les accusations de déséquilibre psychologique ne sont appuyées par aucun rapport officiel. Le juge hocha la tête. Des preuves concrètes côté plaignant ? L'un des avocats de Monica sortit une enveloppe noire et commença à étaler les clichés sur la table du juge. Des photos, des fragments de plans, une image de Graham, sale, ouvrant un coffre. Le tout accompagné d'un court rapport psychologique rédigé à partir d'articles de journaux, et non d'examens cliniques. L'audience dure 2 heures. Puis le juge rendit sa décision. Après examen des documents et dans l'intérêt émotionnel temporaire de l'enfant, le tribunal accorde à Madame Delaney la garde provisoire pour une durée de 2 semaines. Durant cette période, une évaluation indépendante des 2 domiciles sera effectuée. Le marteau frappa. L'audience était levée. Mais Graham ne bougea pas. Il restait là, tête basse, une vieille photo dans la main. Ellie, 4 ans, tenant une branche, souriant près de la rivière. C'était le jour où elle avait dit pour la première fois « Papa, je veux vivre avec toi pour toujours ». Il rangea la photo dans son portefeuille, se leva et murmura à son avocat « Je comprends maintenant, c'est comme ça qu'ils volent sans se salir les mains ». L'avocat ne répondit pas.
Il n'y avait rien à dire. Ce soir-là, la maison était vide, pas seulement physiquement. Le silence avait changé de nature, plus pesant, plus froid. Graham ne pleura pas, ne cria pas. Il s'assit à la table, regarda les plans de la maison, les cartes de son oncle, les lettres, puis, lentement, il comprit. Il ne pourrait pas sauver sa fille avec des mots ou des souvenirs. Il allait devoir livrer une bataille, pas celle d'un soldat, celle d'un père. Et celle-là, il la mènerait jusqu'au bout. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus longues de la vie de Graham. Pas à cause de l'attente du verdict, mais à cause de l'absence. Chaque pièce de la maison portait encore les traces d'Ellie. Sa tasse bleue posée de travers à côté du bol à céréales, ses dessins accrochés de travers sur les murs de la bibliothèque, la petite lampe licorne qu'elle refusait d'éteindre complètement la nuit. Tout était là, sauf elle. Et chaque silence qui tombait dans la vieille bâtisse semblait lui crier qu'il l'avait perdue. Mais Graham n'était pas resté les bras croisés. Il avait compris que le combat ne se ferait pas uniquement au tribunal, il se jouerait dans les détails, dans les preuves, dans les traces laissées par la vérité. Alors, un matin, il se rendit au centre administratif du comté. Il poussa la porte du bureau des archives financières. Un vieil homme aux lunettes épaisses le regarda à peine. « Je voudrais consulter les dossiers d'allocation déposés au nom de Monica Delaney concernant Ellie Carter sur les 3 dernières années. Et votre lien avec l'enfant ? Je suis son père. Et j'ai besoin de preuves avant qu'une famille puissante ne m'efface sous prétexte de statut social. » L'employé ne posa pas d'autres questions. 15 minutes plus tard, Graham tenait entre ses mains un rapport imprimé, épais, précis. Chaque ligne, chaque déclaration faite par Monica. Elle y affirmait être mère célibataire sans soutien du père, recevait des aides publiques, des allocations, tout en laissant Ellie vivre chez Graham depuis ses 3 ans. Les documents mentionnaient également que les soins médicaux de l'enfant n'étaient pas régulièrement suivis, que l'adresse de l'école primaire n'avait jamais été mise à jour. Une vérité en creux, Monica avait menti pendant des années, encaissant l'argent pendant que Graham élevait seul leur fille. Ce fut son premier levier. Le second, il le trouva grâce à un vieux contact de l'armée, un ancien camarade devenu détective privé. Il s'appelait Dean O'Hara. Graham frappa à sa porte avec un dossier sous le bras. Dean l'accueillit avec un demi-sourire et une tasse de café. « Je veux pas faire espionner mon ex, mais je dois savoir. Est-ce qu'elle connaissait la valeur de cette maison avant d'y mettre les pieds? Est-ce qu'elle a appris l'existence du trésor avant de venir voir Ellie ?» Dean hocha la tête, le regard sérieux. « Si elle savait, et que tu peux le prouver, ça change toute la dynamique. Laisse-moi 2 jours. » Graham rentra chez lui. Il passa la soirée à trier les papiers d'Edward, les lettres, les croquis. Il colla sur le mur du salon une carte de la maison, version complète, marquant chaque pièce, chaque découverte. Non pas pour chercher davantage de trésors, mais pour planifier une chose, une défense. Pas contre une armée, mais contre le mensonge. 2 jours plus tard, Dean rappela. « J'ai ce que tu voulais. Elle est arrivée en ville la veille de sa visite surprise. Elle a réservé une chambre à l'hôtel Grafton, sous un faux nom. Devine quoi ? Dans le système informatique de l'hôtel, elle a ouvert une page imprimée d'un article de blog, le tien, celui où une source anonyme a évoqué la découverte d'un trésor dans une vieille maison du comté. Elle a aussi imprimé une capture d'écran de la façade de ta maison via Google Maps. » Silence. Puis Dean ajouta doucement, « Elle savait, elle n'est pas venue pour Ellie, elle est venue pour l'or. » Ce soir-là, Graham ne dormit pas. Il resta dans son bureau, la lumière d'une petite lampe éclairant à peine les dizaines de feuilles posées devant lui. Il rédigea un contre-dossier. Photos, relevés de paiement, rapports de l'école, archives d'aide sociale, les enregistrements audio d'Ellie, la capture d'écran de la réservation à l'hôtel. À chaque page, il ajoutait une pièce de plus à son armure. Puis il fit 2 copies, une pour son avocate, maître Pamela Green, et une pour le département de justice familiale du comté de Fairdale, avec en tête une seule demande, enquête sur l'utilisation d'un enfant à des fins de manipulation légale et d'accès à un bien privé. À la fin du document, il souligna une phrase en gras. « L'amour n'est pas une stratégie, c'est un foyer. » 2 jours plus tard, un courrier officiel arriva. « Votre demande a été reçue. En vertu du code de l'enfance et de la famille, l'évaluation sera accélérée s'il est prouvé qu'un mineur est utilisé comme levier juridique ou médiatique. » Graham resta longtemps à relire cette phrase, une lueur d'espoir, un levier, pas financier, moral. Ce soir-là, il monta dans la chambre d'Ellie. Il refit son lit, replia sa couverture comme elle l'aimait,
plaça sa peluche contre l'oreiller, puis doucement, il encadra un vieux dessin qu'elle avait fait, de bonshommes bâtons se tenant la main devant une grande maison. En bas, écrit avec des lettres tremblantes « Papa, c'est chez toi que je veux habiter toujours ». Et sur la vitre, en lettres maladroites, « Papa et ma maison ». Ce n'était pas un document légal, pas un testament, mais c'était suffisant. Parce que cette maison, avec toutes ses fissures, ses murs humides et ses secrets cachés, tenait debout uniquement grâce à ça. Une vérité pure, dessinée au crayon par une enfant qui savait ce qu'était l'amour. Le lendemain matin, le téléphone de Graham sonna. C'était son avocate. « J'ai une mise à jour. Les avocats de la famille Delaney viennent de déposer une nouvelle requête. »« Encore pour la garde ?» demanda Graham, déjà fatigué. « Non. Cette fois, c'est plus grave. Ils réclament 40% de la valeur de l'héritage au titre de compensation conjugale. Ils affirment que Monica, durant votre mariage, a contribué aux fondations qui ont permis la découverte du patrimoine. Ils jouent leur dernière carte. » Graham sentit la colère lui serrer la gorge. « Elle veut tout, pas seulement Ellie. Elle veut détruire ce que cette maison représente. » Pamela se contenta de répondre « Ce n'est pas l'or qu'ils veulent. C'est le pouvoir de dire que tu n'étais qu'un accident dans leur histoire. » Mais cette histoire, ce n'était pas la leur, c'était celle d'un homme silencieux, rejeté, qui avait choisi de revenir, et il était prêt à se battre, cette fois non plus pour survivre, mais pour exister pleinement aux yeux de sa fille. L'après-midi même, Graham s'était rendu dans l'ancienne école d'Ellie, une petite bâtisse en briques de rouge au nord de Morton Hill, entourée de balançoires rouillées et de haies mal taillées. La directrice, Madame Nora Bennett, l'avait accueilli dans son bureau tapissé de dessins d'enfants. Lorsqu'elle le vit entrer, son visage s'adoucit aussitôt. « Je me souviens du jour où Ellie m'a dit qu'elle ne voulait plus rentrer chez sa mère. Et ce qui m'a brisé le cœur, c'est que je n'ai rien pu faire. » Graham déposa calmement un dossier sur la table. À l'intérieur, des relevés de fréquentation scolaire, des annotations de professeurs, des copies de comptes rendus médicaux indiquant que certains vaccins avaient été retardés, des remarques de l'infirmière scolaire. Et puis, une lettre. Une lettre écrite par Ellie, avec son écriture irrégulière sur une feuille arrachée à son cahier. « Maman dit que si je pleure, c'est parce que je suis faible. Mais j'ai mal à la tête depuis 2 jours. » Madame Nora posa la main sur la feuille, les yeux embués. « Vous allez vous en servir ?» Graham hocha la tête. « Pas au tribunal, je ne veux pas qu'Ellie revive tout ça en public, mais les gens doivent le savoir, avant que Monica ne transforme ça en conte de fées inversé sur les plateaux télé. » Et effectivement, quelques jours plus tard, une vidéo anonyme fit son apparition sur les réseaux sociaux. Un montage simple, sans musique, sans voix, juste des images et des textes. Ellie, debout dans la cour de l'école, le regard perdu. Une capture d'écran de la maison décrépie. Un dessin d'elle et de son père avec l'inscription « Papa est ma maison ». Puis une phrase blanche sur fond noir. Cette petite fille a supplié qu'on la garde après l'école parce qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Qui est sa mère et pourquoi personne ne l'a cru? Les réactions furent immédiates. Les partages explosèrent. Les commentaires se multipliaient. Certains remettaient en question la neutralité de la justice. D'autres posaient simplement la bonne question. Pourquoi une mère se bat-elle pour une enfant qu'elle n'a pas su aimer? 3 jours plus tard, un ancien professeur de sport d'Ellie publia lui aussi un témoignage, une vidéo tournée face caméra dans son salon. Elle est restée dehors en plein hiver parce qu'elle avait oublié l'argent de la kermesse. On a appelé sa mère. Elle a répondu « Appelez son père. Moi j'ai fait ma part. Je ne sais rien d'un soi-disant trésor, mais si la justice a un sens, cet enfant mérite de vivre avec quelqu'un qui veut être un parent. Pas avec quelqu'un qui veut jouer à la mère en regardant le montant sur le compte bancaire. » Et alors que les médias relayaient le témoignage, que les chaînes locales invitaient des experts pour commenter l'affaire, que les internautes prenaient parti, Monica, elle, comprit. Elle ne contrôlait plus le récit. Ce fut Maître Green qui appela Graham un soir, la voix empreinte d'un calme sérieux. Ils veulent te négocier. Ils ont peur de l'impact médiatique. Ils proposent un accord à l'amiable hors tribunal. Graham resta silencieux quelques secondes. Il se souvenait encore de la façon dont Monica avait regardé Ellie sans la voir, comme on regarde une clé plutôt qu'une enfant. Puis il répondit simplement « Ce qu'ils craignent, ce n'est pas moi, c'est la vérité. » Quelques jours plus tard, une réunion fut organisée dans un bureau discret du centre juridique de Fairdale. Monica entra en premier, robe crème, lunettes noires, mais cette fois sans le sourire. Elle s'installa sans un mot, en face d'elle, Graham, sans avocat, juste un dossier fermé devant lui. Monica prit la parole en première. « Tu sais,
Je ne pensais pas que tu irais jusque-là. Montrer notre fille sur Internet. Utiliser son traumatisme comme arme. » Graham ne bougea pas. « Et toi, tu ne pensais pas que j'allais me lever. Tu pensais que j'étais encore ce type qui quittait la pièce quand tu haussais la voix. » Elle détourna les yeux. Il ajouta doucement, sans colère, « Je n'ai pas utilisé Ellie. Je l'ai écoutée et je l'ai protégée. Ce que tu ne faisais pas. » Elle sortit son téléphone, fit défiler quelques photos, puis le posa sur la table. « Je suis prête à abandonner la procédure. Si tu signes un papier disant que tu renonces à toute revendication sur l'héritage. » Graham sourit, triste. « Si je fais ça, qui apprendra à Ellie que la justice ne vient pas du silence ?» La réunion s'acheva sans signature. Mais Monica comprit. Elle n'avait plus face à elle un homme fragile. Elle avait un père. Et un père qui choisit de se lever est un homme que personne ne peut faire tomber. Quelques jours plus tard, Graham reçut un courrier du Conseil des affaires sociales de l'État du Vermont. Une convocation. Pas une audience publique, pas de caméra, pas de spectateurs, mais le lieu où tout allait se jouer. Ce matin-là, il se leva tôt, habillé simplement. Une chemise blanche, un dossier sous le bras. Ellie l'accompagna jusqu'au perron. Elle ne dit rien, mais ses yeux le suivirent jusqu'à ce que la voiture disparaisse derrière les arbres. La salle du conseil était sobre. 3 personnes l'attendaient. Un ancien juge bénévole, une représentante de la protection de l'enfance et un conseiller financier indépendant. En face, Monica, ses 2 avocats et ses parents. Mais cette fois, il n'y avait plus de théâtre, juste la vérité et des documents. Dans le dossier de Graham figuraient les comptes de l'agence de soutien à la parentalité. 2 années entières où Monica avait reçu des aides pour un enfant qu'elle ne gardait même pas. Aucun frais de santé engagé, aucune activité extrascolaire déclarée, aucun suivi psychologique, seulement des dépenses personnelles. Puis un extrait audio, enregistré par une assistante sociale, Ellie, racontant que chez sa mère, il n'y avait aucune photo de son père, et que chaque fois qu'elle demandait pourquoi, on lui répondait « C'est lui qui t'a abandonné ». Personne ne parla, pas même les avocats de Monica. Ils savaient que les mots avaient perdu leur pouvoir. Enfin, un dernier enregistrement. La voix d'Ellie, lors d'une évaluation confidentielle, « Je veux juste être dans un endroit où quelqu'un m'attend quand je rentre ». Il n'y eut ni murmure ni commentaire. Juste ce silence, rare, qu'impose la vérité. Plus tard dans l'après-midi, Graham reçut une lettre manuscrite, signée du juge honoraire. Elle était brève, mais chaque mot pesait. La garde exclusive d'Ellie Carter est accordée à Monsieur Graham Carter. Les biens découverts au 103, à Ridgewood Lane, sont légalement reconnus comme faisant partie de la succession personnelle de Monsieur Carter, sans partage matrimonial. En bas, à la main, une note du juge. Un enfant ne choisit pas qui a le plus d'argent. Elle choisit celui qui lui donne l'impression d'être aimé. Graham relut la lettre, puis il monta dans la chambre d'Ellie. Elle dessinait, assise en tailleur, concentrée. Il s'assit près d'elle, elle leva les yeux. « Tu sais, papa, dans les contes, les enfants sont toujours sauvés juste à temps. » Il sourit. « Et moi, je suis quoi alors ?» Elle haussa les épaules. « Pas un chevalier. Un papa, c'est mieux. » Une semaine s'était écoulée depuis la décision du conseil. Et dans la petite ville de Morton Hill, plus personne ne parlait de procès. Le tumulte médiatique s'était éteint aussi vite qu'il était monté. Les tabloïds s'étaient lassés. Les blogs avaient trouvé un nouveau scandale à suivre. Et même les voisins, ceux qui avaient commenté bruyamment la supposée fortune soudaine du vétéran fauché, détournaient désormais les yeux quand Graham les croisait. Mais dans la maison de Ridgewood Lane, un autre genre de vie reprenait. Une vraie. Le genre silencieux, authentique et profond. Celui où un père redécouvre comment préparer un chocolat chaud, où une petite fille recommence à dormir sans se réveiller en sursaut au moindre bruit. Dans le salon, les piles de dossiers juridiques avaient laissé place aux jouets d'Ellie. Dans la cuisine, la table n'accueillait plus de lettres d'avocat, mais des dessins maladroits, des crayons de couleur, des miettes de biscuits faits maison. Ce manoir, que tout le monde considérait comme une épave, battait à nouveau au rythme d'un cœur. Un après-midi, alors que Graham réparait une étagère dans le grenier, il tomba sur une toile roulée, coincée derrière une armoire vermoulue. Il la déroula avec précaution. C'était une peinture inachevée. 3 silhouettes, un homme en uniforme militaire, une petite fille et un vieil homme barbu, debout devant la maison. Il reconnut immédiatement Edward, et lui-même enfant. Mais dans un coin inférieur, une 4e figure, plus floue. Une femme, les cheveux longs, le dos tourné. Elle n'appartenait pas à la scène. Elle observait de loin, comme une ombre du passé. Au verso de la toile, une phrase manuscrite, à l'encre pâlie. « Ne t'inquiète pas, papa, je sais que maman ne m'aime pas. » Graham sentit sa gorge se nouer.
Ce n'était pas Édouard qui avait écrit cela. C'était Ellie, probablement durant les premières semaines de leur emménagement ici. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement peint. Parce qu'elle savait déjà ce que tant d'adultes refusaient d'admettre. Qu'on peut donner naissance à un enfant sans jamais l'aimer. Ce soir-là, il resta longtemps debout sur le balcon, regardant les lumières lointaines de la ville. Il ne ressentait ni triomphe, ni soulagement. Juste une forme de paix. Une paix fragile. Parce qu'il savait que même si la garde était accordée, même si la propriété lui appartenait légalement, Monica n'en avait pas fini. Pas elle, ni ceux qui se tenaient derrière elle, et il ne se trompait pas. Le lendemain matin, un coursier remit en main propre une nouvelle enveloppe. Sceau du tribunal de l'État du Vermont. Cette fois, ce n'était plus une affaire de garde, c'était une plainte officielle déposée par les avocats de Monica et de sa famille, demandant une réouverture du dossier de succession d'Edward Bishop. Motif invoqué, les biens découverts dans la propriété ont potentiellement été accumulés durant le mariage Carter Delaney, ce qui pourrait impliquer une propriété conjointe des actifs. Graham lut chaque ligne, 2 fois. Il n'était pas surpris, mais il était fatigué. Fatigué qu'on continue à vouloir lui arracher ce qu'il avait reconstruit, centimètre par centimètre, avec rien d'autre qu'un tournevis et de l'amour. Il alla dans le salon, attrapa le carnet de croquis d'Ellie, et à l'intérieur, glissé entre 2 pages, il trouva un post-it froissé qu'elle avait griffonné 2 mois plus tôt. Un devoir d'école, visiblement, les gens que j'aime le plus. Papy, papa, oncle Edward, les gens que je n'aime pas voir, maman et son ami, parce qu'ils demandent toujours « Est-ce que ton père a trouvé l'argent ?» Il se leva lentement, glissa le post-it dans sa chemise. Ce n'était pas un document juridique, mais c'était une vérité que même la meilleure avocate du monde ne pouvait contredire. Et parfois, les vérités les plus puissantes sont celles écrites avec des fautes d'orthographe, par une petite fille qui a vu trop de choses trop tôt. Ce soir-là, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Graham hésita, puis décrocha. Une voix rauque, grave, sans introduction. Si tu veux être intelligent, signe les papiers. Prends la moitié. Garde la gosse. Mais ne sois pas idiot, on peut aussi faire en sorte que tu perdes les 2. Et la ligne coupa. Il resta là, l'appareil à l'oreille, figé, puis, sans un mot, il activa l'enregistreur vocal. Par réflexe, par habitude. Ce n'était plus seulement une affaire de propriété, c'était une menace, une guerre froide qui avançait masquée. Mais Graham n'était plus le même homme qu'il y a quelques mois. Il avait traversé l'humiliation publique, les jugements, le doute. Il avait regardé sa fille lui être arrachée. Et il avait tenu. Alors cette voix, ce genre de menace, ce n'était plus suffisant pour le faire plier. Le lendemain, il prit rendez-vous avec Maître Green. Il entra dans son bureau plus calme qu'il ne l'avait jamais été. Ils veulent tout prendre. Et je ne peux pas protéger Ellie juste avec des souvenirs. Il me faut plus. Elle referma le dossier sur son bureau. Alors, on va leur donner ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir, des preuves. Pas seulement qu'elle est une mauvaise mère, mais qu'elle savait, dès le départ, et qu'elle a manipulé chaque étape. Graham hocha la tête. Et je ferai tout ce qu'il faut, même si ça veut dire que je dois documenter chaque jour de la vie d'Ellie. Parce que si jamais ils réussissent à la reprendre, je veux que la cour voie où se trouvait le vrai foyer. Et ainsi débuta une nouvelle étape, celle d'un homme qui n'allait plus se contenter de se défendre. Il allait exposer la vérité, pas dans un tribunal, mais là où elle est la plus forte, dans les yeux de ceux qui écoutent, qui regardent et qui ressentent. Parce que l'histoire de Graham et Ellie, ce n'était pas une affaire juridique, c'était une histoire d'amour, de résistance et de foi. Et elle n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, Graham s'assit devant son vieux bureau en bois, celui qu'il avait réparé avec Ellie lors de leur première semaine dans la maison. Il ouvrit un carnet neuf, encore vierge, et à la première page, il écrivit « Journal de reconstruction pour Ellie, pour la vérité ». Puis il commença, chaque jour, chaque événement, de la confiture ratée au petit déjeuner jusqu'aux discussions du soir sur les étoiles. Il nota les progrès à l'école, les cauchemars qui refaisaient surface parfois, les petits gestes tendres qui ne s'apprennent pas dans les livres, une main posée sur l'épaule, un rire qui interrompt un silence, une chanson fredonnée au moment du coucher. Mais il nota aussi les intrusions, les voitures noires qui passaient lentement devant la maison, les appels anonymes, une lettre laissée dans sa boîte aux lettres, sans signature, juste cette phrase « Tu n'étais qu'un pion, et même les pions sont sacrifiables ». Graham n'en parla pas à Ellie. Il rangea les lettres, les numérisa et les confia à Maître Green. Mais en privé, il commença à s'entraîner à nouveau. Chaque matin à l'aube, il courait dans les bois. Il reprit la musculation, non pas pour se battre, mais pour rester prêt.
Parce que l'ennemi n'était plus abstrait. Il était là, tapi dans les recoins d'un système, masqué derrière des noms respectables, dissimulés dans des procédures légales. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'une visite chez le pédiatre avec Ellie, Graham trouva sa porte entr'ouverte. Aucun bruit, aucun désordre apparent, mais dans le salon, posée sur la table, une peluche éventrée, celle d'Ellie, et sur le mur en face, écrit à la peinture noire « On peut tout perdre, même ce qu'on croit avoir gagné ». Il prit Ellie dans ses bras, la ramena à la voiture sans un mot et appela immédiatement Dean O'Hara. 30 minutes plus tard, Dean était sur place. Il inspecta chaque pièce, chaque recoin. Rien de volé, c'était un message, juste un avertissement. Graham répondit d'une voix basse mais ferme. « Alors on va répondre. Avec des faits, des preuves, pas de peur. » Il porta plainte, cette fois officiellement. Il fit poser une alarme, fit installer des caméras. Mais surtout, il envoya à la police locale et au FBI une copie de l'appel enregistré. La voix grave, la menace et les noms des personnes qu'il soupçonnait de tirer les ficelles. Dans les jours suivants, les Delaney furent convoqués pour une audience confidentielle, officiellement pour réexamen des conditions de dépôt de plainte. Mais dans les couloirs du tribunal, on murmurait déjà que quelque chose clochait dans leur dossier. Des incohérences dans les dates, des paiements douteux, des emails supprimés mais récupérés. Et surtout, un lien direct entre le cabinet d'avocats de Monica et un ancien employé du service d'archives du tribunal, celui-là même qui avait perdu temporairement l'acte de succession original d'Edward Bishop. Maître Green s'empara de cette brèche comme une louve flairant une faille. Elle exigea un audit complet de la procédure, demanda la réouverture du dossier de falsification de documents, et pendant que les Delaney s'agitaient pour protéger leur réputation, Graham, lui, continuait simplement à vivre. Il filmait des séquences de sa vie quotidienne avec Ellie, non pour les publier, mais pour les garder. Comme un journal vidéo, il l'aidait à construire une cabane dans l'arbre du fond. Il plantait des tomates dans un bac bricolé. Il réparait le vélo de l'oncle Édouard, celui à grande roue, rouillé mais fidèle. Il cuisinait, il chantait faux, il riait fort. Et un soir, alors qu'il regardait Ellie dormir, le visage apaisé pour la première fois depuis longtemps, il se dit que peut-être c'était là, le vrai trésor. Pas l'or, pas les vieilles cartes, pas la maison, mais ce temps retrouvé, cet amour simple, cette vérité silencieuse qui disait, sans un mot, « Ici, tu es en sécurité ». Mais la guerre juridique n'était pas finie. Les Delaney, acculés, tentèrent une dernière manœuvre. Ils portèrent de plainte pour abus émotionnels sur mineurs, utilisant les images diffusées sur les réseaux comme preuve d'instrumentalisation. Ils affirmaient que Graham avait volontairement exposé sa fille pour attirer la sympathie du public, que cela constituait une forme de manipulation émotionnelle équivalente à une maltraitance. Et ils exigèrent, cette fois, une enquête fédérale. Cette fois-ci, Graham faillit vaciller, parce qu'il savait que ces accusations, même infondées, pouvaient briser des vies. Mais il n'était plus seul. En apprenant la nouvelle, une vague de soutien inattendu déferla sur Morton Hill. D'anciens camarades de l'armée lui écrivirent. Une association de vétérans posta une vidéo en son honneur. Même la directrice de l'école d'Ellie, Madame Bennett, publia une lettre ouverte. Si aimer sa fille au point de défier l'humiliation publique est un crime, alors peut-être qu'il faudrait redéfinir la justice. Le message fut partagé des centaines de fois. Et au moment même où les Delaney pensaient avoir inversé le vent, l'opinion se retourna définitivement contre eux. Le procureur fédéral, après un examen préliminaire du dossier, refusa d'ouvrir une enquête. Motif: absence totale de fondement factuel, risque manifeste d'instrumentalisation de la justice à des fins de harcèlement familial. Ce jour-là, Graham reçut une simple notification dans sa boîte mail. Affaire classée, aucune suite judiciaire ne sera engagée. Il ferma son ordinateur, puis il alla dans la chambre d'Ellie. Elle dormait roulée dans sa couverture. Il s'assit au bord du lit, la regarda un long moment. Et dans un murmure à peine audible, il dit « On a gagné, pas l'or. Pas le procès, mais ta paix. Et ça, aucun juge au monde ne peut nous l'enlever. » Les jours s'écoulèrent doucement, comme si la maison elle-même reprenait son souffle. Pour la première fois depuis des mois, Graham n'attendait plus l'ombre d'un huissier, d'un journaliste ou d'un appel menaçant. Le silence n'était plus lourd, il était apaisant. Une forme de gratitude discrète, comme si les murs de Ridgewood Lane remerciaient enfin ceux qui les avaient défendus. Ellie, elle, retrouvait sa vie d'enfant.
Elle riait plus souvent, posait 1000 questions comme autrefois, s'émerveillait pour des choses simples. Un papillon sur la fenêtre, une coccinelle dans le jardin, l'odeur d'un gâteau au four. Graham la regardait vivre comme on regarde la lumière filtrée à travers les branches d'un arbre qu'on croyait mort. Et pourtant, au fond de lui, il restait une question non résolue, une cicatrice mal fermée. Edward. Pourquoi lui avait-il légué tout cela? Pourquoi lui et pas un autre? Il savait que son oncle l'aimait, bien sûr. Mais ce n'était pas qu'un geste d'affection. Il y avait une intention, un message, une vérité encore cachée entre les lignes du testament. Un soir, alors qu'il classait de vieux cartons dans la bibliothèque, il trouva une boîte métallique scellée au fond d'un tiroir. Elle était enveloppée dans une taie d'oreiller comme si quelqu'un avait voulu la dissimuler sans trop de cérémonie. À l'intérieur, un petit carnet en cuir noir jauni par le temps. Sur la couverture, un seul mot inscrit à la main. Héritage. Graham l'ouvrit avec précaution. C'était le journal personnel d'Edward. Pas une chronique quotidienne, mais des fragments, des pensées. La première page portait une date. 12 mars 1985. Aujourd'hui, j'ai vu Graham, 6 ans, construire une cabane sous la pluie avec plus de détermination que beaucoup d'adultes que je connais. Il a le cœur de son père, mais il aura besoin de plus que ça pour survivre à cette famille. Plus loin, une autre entrée. J'ai vu sa mère le repousser sans même s'en rendre compte, comme si son amour ne franchissait pas la barrière des apparences. C'est ce jour-là que j'ai décidé qu'un jour, je devrais faire quelque chose. Et enfin, presque à la fin du carnet, je lègue à Graham cette maison non pas pour sa valeur, mais parce qu'il saura ce qu'elle représente. Une racine, une vérité, un endroit où l'on peut tomber sans être détruit. Graham referma le carnet, les yeux embués. Il comprenait maintenant, ce n'était pas un héritage, c'était un relais. Une promesse transmise à travers le temps. Edward n'avait pas choisi Graham parce qu'il était le plus fort ou le plus intelligent. Il l'avait choisi parce qu'il était le seul à ne pas avoir fui. Le seul à être resté, malgré tout. Le lendemain, Graham décida de restaurer une pièce que personne n'avait touchée depuis des années, le bureau d'Edward. Il en fit un lieu de mémoire, une bibliothèque vivante. Il y exposa les cartes anciennes, les lettres, les croquis, pas comme un musée, mais comme un témoignage. Et sur un socle discret, il installa le carnet en cuir, sous une plaque de verre, avec cette inscription gravée « L'héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse, c'est ce qu'on enseigne ». Les visiteurs commencèrent à affluer quelques semaines plus tard. D'abord des voisins curieux, puis des professeurs d'histoire locale, des anciens amis d'Edward, et peu à peu, la maison de Ridgewood Lane, autrefois décrite comme une ruine hantée, devint un point de passage obligé à Morton Hill. On venait y chercher autre chose que des pièces d'or ou des reliques. On venait y écouter une histoire, celle d'un homme brisé qui s'était relevé, d'une fillette qui avait refusé d'être oubliée, d'un oncle qui avait semé une graine de justice dans une terre hostile. Et puis, un jour, alors que Graham nettoyait la cour, une voiture noire se gara devant le portail. Une femme élégante en sortit. Talons discrets, manteau beige, lunettes sombres, c'était Monica. Elle s'approcha lentement, sans provocation, sans garde du corps. Graham resta immobile, observant chaque geste. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui, retira ses lunettes, et pour la première fois depuis des mois, il lut quelque chose de sincère dans ses yeux. Du vide, un épuisement profond, presque résigné. « Je ne suis pas venu pour me battre, dit-elle. Je voulais voir ce que j'ai perdu. » Graham ne répondit pas tout de suite, puis dit d'une voix posée « Tu n'as pas perdu une maison, tu n'as jamais voulu ce qu'elle contenait. » Elle hocha la tête. « J'ai cru que l'argent pouvait réparer ce que j'avais raté. Mais j'ai compris trop tard. Ce n'est pas ce qu'on possède qui fait une mère, c'est ce qu'on donne sans attendre. » Il la regarda sans animosité. « Elle y est bien, et je ne veux pas que tu reviennes troubler son équilibre. » Monica parut hésiter, puis elle sortit une enveloppe. « Ce n'est pas pour le tribunal, c'est une lettre, pour elle. Tu décideras si elle doit la lire. » Elle tourna les talons et repartit, sans un mot de plus. Ce soir-là, Graham ouvrit l'enveloppe. C'était une lettre courte, maladroite, mais authentique. « Je ne t'ai pas aimé comme tu le méritais. J'ai laissé ma peur et mon orgueil te voler ce que j'aurais dû protéger. Si un jour tu veux comprendre, je serai là. Pas pour te reprendre, mais pour écouter. » Il garda la lettre, pas pour la lire à Ellie tout de suite, mais pour le jour où elle poserait la question. Parce que certaines vérités ne doivent pas être cachées, mais elles doivent attendre leur heure. Le lendemain matin, Ellie courut vers lui, excitée. « Papa, papa !» On a une sortie scolaire au musée de la ville, ils ont mis une photo de nous dans le journal. Elle tendit l'article toute fière, un petit encart en bas de page, Ridgewood Lane, d'un champ de ruines à un lieu de mémoire.
Et en photo, Graham et Ellie souriant devant la façade rénovée. Il l'enlaça doucement. « Tu sais, on ne choisit pas toujours ce qu'on hérite, mais on peut choisir ce qu'on en fait. » Elle le regarda, sérieuse. « Alors moi, je veux qu'on en fasse un endroit où personne ne se sent seul. » Et à ce moment précis, Graham sut que le combat qu'il avait mené n'était pas vain. Parce qu'il n'avait pas seulement protégé sa fille. Il lui avait offert un avenir et une vérité que même le temps ne pourrait effacer. Elle avait grandi au bon endroit, avec le bon père. Le printemps s'installa doucement sur Morton Hill, et avec lui une forme de renaissance. La vieille demeure de Ridgewood Lane, désormais surnommée par les habitants la maison aux racines, était devenue plus qu'un lieu de mémoire. C'était un symbole. Chaque mois, des écoles organisaient des visites. Des étudiants en droit venaient étudier le cas comme exemple de résistance familiale face aux abus juridiques. Et à l'arrière de la propriété, Graham et Ellie avaient installé un petit jardin communautaire, des bancs, quelques fleurs, une table en bois sous un érable. C'est là que Graham aimait s'asseoir après le dîner, écouter le vent, regarder les lucioles et parfois écrire. Il n'écrivait plus pour se défendre ni pour documenter. Il écrivait pour transmettre. Il voulait qu'un jour, Ellie lise ces mots et comprenne ce que son père avait ressenti au-delà des procès, au-delà des peurs. La solitude, la rage contenue, l'amour brut. Et la dignité surtout, quand on choisit de rester debout. Un soir de mai, alors qu'il feuilletait l'un de ses carnets, il entendit des pas derrière lui. Ellie, en pyjama, une couverture sur les épaules, elle s'assit à côté de lui sans parler, posant sa tête contre son bras. « Tu crois que maman va revenir ?» demanda-t-elle après un long silence. Graham inspira doucement. « Peut-être, mais pas pour te reprendre. Et si un jour tu veux lui parler, ce sera ton choix, pas le sien. » Elle hocha la tête, les yeux perdus dans les étoiles. « J'aimerais qu'elle m'aime, mais je crois qu'elle ne sait pas comment. » Il la serra un peu plus fort. « Ce n'est pas toi qui n'étais pas assez. C'est elle qui ne savait pas voir. » Le lendemain, Graham prit une décision. Il se rendit à la mairie de Morton Hill, un dossier sous le bras. À l'intérieur, un projet, transformer la maison d'Edward Bishop en fondation. Il proposait de céder légalement une partie de la propriété à la ville, à condition que l'usage reste communautaire. Centre d'accueil pour anciens combattants, bibliothèque éducative sur les droits parentaux, espace de parole pour enfants en difficulté. Le maire, un homme pragmatique mais sensible, resta silencieux en lisant le dossier. Puis il leva les yeux. « Vous pourriez simplement garder tout ça pour vous. Pourquoi partager ?» Graham sourit. « Parce que ce lieu m'a sauvé. Et qu'il pourrait en sauver d'autres, je ne veux pas qu'Ellie hérite d'une fortune. Je veux qu'elle hérite d'un sens. » 3 semaines plus tard, la mairie vota à l'unanimité pour le lancement du projet. La fondation Bishop Carter vit officiellement le jour, et le 17 juin, date anniversaire de l'arrivée d'Ellie dans la maison, fut déclaré jour de la résilience à Morton Hill. Lors de la cérémonie d'inauguration, Graham monta sur l'estrade. Il n'avait jamais aimé parler en public, mais ce jour-là, sa voix portait une force tranquille. « Je ne suis pas un héros, je suis un père, un homme qui a un jour pensé qu'il ne valait plus rien. » Et qui a découvert, grâce à une petite fille et à un vieil homme disparu, que parfois l'amour est le seul trésor qui compte. Le public applaudit longuement. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête avec respect. Mais tous comprenaient, parce que cette histoire n'était pas unique, elle résonnait en chacun d'eux. C'était l'histoire de ceux qui tombent et qui décident de se relever, non pas pour se venger, mais pour construire. Ce soir-là, Graham reçut un appel inattendu. Une femme au ton doux se présenta, Dr Evelyn Rowe, psychologue pour la division fédérale des mineurs protégés. Elle avait suivi l'affaire Carter en silence, depuis les premières plaintes jusqu'au rejet final. Et elle avait une proposition. « Monsieur Carter, nous avons besoin de vous, pas en tant que justiciable. En tant que formateur, nous voulons créer un programme de préparation émotionnelle pour les parents en situation de récupération de garde. Vous avez traversé ce processus avec une clarté que nous n'enseignons pas encore. » Graham resta sans voix. Puis il demanda « Vous pensez qu'on peut enseigner ça ?» Elle répondit calmement « Non, mais on peut montrer que c'est possible. Et ça change tout. » Il accepta, non pas pour la gloire, mais parce que dans chaque parent en lutte, il voyait une part de lui. Et dans chaque enfant en silence, il revoyait Ellie, debout sous la pluie, tenant sa peluche contre son cœur comme un bouclier. Les mois passèrent. La maison accueillit ses premiers résidents. Des vétérans en rupture, des mères isolées, des enfants placés en transition. Tous venaient ici non pas pour fuir, mais pour guérir. Et à chacun d'eux, Graham offrait un carnet, le même modèle que celui laissé par Edward, avec sur la première page une phrase qu'il recopiait toujours à la main.
Tu n'as pas à être parfait pour être digne. Tu dois juste rester. » L'été enveloppa Morton Hill d'une chaleur tranquille. Les rues autrefois grises semblaient désormais vibrer d'une énergie nouvelle. Le nom de Graham Carter apparaissait dans de modestes articles régionaux, parfois dans des séminaires sur la justice familiale ou l'accompagnement des anciens combattants. Mais pour lui, le vrai honneur ne se mesurait pas en reconnaissance. Il se mesurait dans les regards, dans le silence des gens qui comprenaient sans qu'on ait besoin de tout expliquer. À la fondation Bishop Carter, chaque mur respirait l'intention d'Edward. Chaque meuble réparé, chaque pièce rebaptisée témoignait d'un lien transmis au-delà du sang, au-delà de la peur. Ellie, désormais pleinement installée dans son école, avait même convaincu sa maîtresse d'organiser une journée des histoires vraies à la fondation. Ce jour-là, Graham raconta devant une classe attentive la toute première nuit où il avait cru tout perdre et où un sourire d'enfant avait tout reconstruit. Mais au-delà de cette paix retrouvée, il restait encore des ombres. Des dossiers en cours, des menaces lointaines, des murmures de vengeance. Et un soir, Maître Green l'appela. Sa voix, pourtant toujours ferme, trahissait une certaine gravité. « Graham, je viens d'avoir un appel du cabinet Myers et Cole. » Il fronça les sourcils. Ce nom n'était pas anodin. C'était le cabinet le plus influent de l'État. Celui qu'on ne voyait jamais. Sauf dans les affaires où le pouvoir était en jeu. Ils disent représenter un investisseur privé, lié au Delaney, qui souhaite entamer une action pour récupérer la propriété sur la base d'un ancien acte de servitude signé en 1954. Graham resta un moment sans parler. Une autre attaque. Non, cette fois c'est différent. Ce n'est pas frontal. C'est légalement vicieux. Ils essaient de prouver que la propriété aurait dû être cédée à une société tiers en cas de transfert en dehors de la lignée directe. Et ils prétendent qu'Edward a violé cette clause en te léguant la maison. Il comprit alors. Ce n'était pas Monica. C'était plus vaste. Quelqu'un voulait le terrain. Pas pour la mémoire. Pas pour la justice. Pour le profit. Peut-être un projet immobilier. Peut-être autre chose. Mais cette fois, il ne se cachait plus derrière l'émotion. Il venait avec les armes du droit, froides et précises. Et pourtant, il ne paniqua pas. Il regarda autour de lui. La lumière dorée du soir sur les murs de pierre. La balançoire d'Ellie qui bougeait doucement dans le vent. Les guirlandes qu'ils avaient accrochées ensemble. Ils savaient une chose que leurs avocats ne savaient pas. Cette maison, ce terrain, ces souvenirs, ils n'étaient pas négociables. Et il allait le prouver. Il recontacta la Société historique de l'État, expliqua la situation, transmit tous les documents, y compris ceux du journal d'Edward. La conservatrice, une femme passionnée nommée Rebecca Maher, accepta de l'aider. Elle fouilla les archives, retraça les actes, les modifications de l'eau, les erreurs administratives. Et au bout de 2 semaines, elle trouva ce qu'aucun avocat des Delaney n'avait anticipé. Une clause dormante, annexée en 1971 à l'acte original, retirait toute validité à la servitude de 1954 dès lors que la propriété était transmise à un descendant ou à un héritier de confiance ayant vécu dans les lieux au moins 3 mois consécutifs. Edward l'avait fait rédiger après un incendie qui avait failli ravager la maison. Il voulait que, quoi qu'il arrive, le bien reste entre les mains de ceux qui le méritaient, non de ceux qui le convoitaient. Graham lut la clause 3 fois, le cœur battant, puis il releva la tête vers Maître Green. « Alors on a gagné ?» Elle sourit. « Pas encore, mais ils viennent de perdre leur arme la plus puissante. » Au tribunal, le juge n'eut besoin que de 10 minutes pour déclarer irrecevable la requête des investisseurs. Et pour la première fois, dans cette guerre de papiers et de procédures, Graham eut l'impression qu'une porte venait de se refermer définitivement. Pas sur lui, sur eux. À la sortie, il tenait Ellie par la main. Elle lui lança un regard curieux. « Papa, tu crois qu'ils vont revenir ?» Il la regarda sérieux. Puis il répondit « Peut-être, mais maintenant, on n'a plus peur. Parce qu'on sait qu'on est chez nous. » Ce soir-là, il écrivit une dernière entrée dans le carnet qu'il destinait à sa fille. « À toi qui liras peut-être ceci un jour. Je ne suis pas un homme parfait. J'ai douté, j'ai chuté, j'ai failli tout abandonner. Mais j'ai tenu, non pas par orgueil, mais parce que tu étais là. Chaque pas que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à toi. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de cette maison, de notre jardin, de cette vérité simple. Tu as été aimé, sans condition, sans délai, sans réserve. » Il referma le carnet, le glissa dans une boîte avec une clé, et il le cacha dans le tiroir secret du bureau d'Edward, là où tout avait commencé. Demain serait un autre jour, peut-être plus calme, peut-être encore troublé.
Mais il savait désormais que quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. Parce qu'il avait trouvé ce que tant de gens cherchent une vie entière sans jamais y croire, un foyer. Et il l'avait bâti, non pas avec des briques, mais avec la vérité, l'amour, et une volonté que rien n'avait pu briser. L'automne arriva comme une promesse tenue. Les feuilles de l'érable dans le jardin de Ridgewood Lane passèrent du vert vif à l'or profond, puis au rouge sombre. Et chaque matin, Graham observait ce spectacle, avec une forme d'humilité silencieuse, comme s'il regardait le monde enfin tourner à son rythme. La fondation tournait bien, l'équipe de bénévoles avait grandi. Une ancienne infirmière, un professeur d'histoire à la retraite, un vétéran amputé de guerre qui s'occupait de l'atelier bois. Les enfants du quartier venaient y faire leurs devoirs. Certains restaient dîner, parfois des familles de passage laissaient une lettre, un témoignage, une photo, et sur un grand mur de pierre, Graham avait fait graver « Ici, on ne répare pas les gens, on les laisse se reconstruire ». Ellie, elle, avait changé, pas brusquement, mais dans son regard, il y avait plus de certitude, plus de calme. Elle parlait maintenant de sa maison, de son oncle Edward, de ses racines. Elle disait même vouloir devenir architecte de cœur. Une expression qu'elle avait inventée un jour en construisant une mini-maison en carton pour un chiot trouvé près de la rivière. Un soir d'octobre, alors que le feu crépitait dans la cheminée, elle demanda à Graham « Tu crois qu'Edward nous voit ?» Il sourit. « Je pense qu'il est cela chaque fois qu'on répare quelque chose, chaque fois qu'on ne baisse pas les bras. » Elle réfléchit un instant. « Alors il est souvent là, parce qu'on répare beaucoup. » Et c'était vrai. Graham ne courait plus après la victoire. Il cultivait la continuité. Il savait que la paix ne se gagnait pas une fois pour toutes, mais chaque jour dans des gestes simples. Réparer une clôture, prêter une oreille, ne pas répondre à la haine par la haine. La lettre de Monica qu'il avait gardée dans le tiroir de son bureau resta là. Ellie n'en parla plus. Peut-être avait-elle compris, peut-être n'en avait-elle plus besoin. Ce chapitre de leur histoire n'était pas effacé, mais il n'était plus douloureux. Juste passé. Et puis, une invitation arriva. L'université de Crescent Hill, dans l'État voisin, proposait à Graham de venir parler dans le cadre d'un colloque intitulé « Résilience familiale et justice sociale ». Il hésita, il n'était pas un universitaire, pas un orateur, juste un homme ordinaire, mais Dr Evelyn Rowe insista. « Vous n'avez pas besoin de théorie, vous avez l'expérience. Ce que vous avez traversé, ce que vous avez construit, peut aider d'autres pères, d'autres mères, à croire qu'ils ont encore une chance. » Il accepta. Devant l'amphithéâtre, le jour venu, il se tint droit, chemise simple, regard franc, et il raconta, non pas les procédures, ni les chiffres, mais les silences, la honte, la solitude, et la lumière qui revenait doucement quand on choisit de rester debout pour quelqu'un d'autre que soi. À la fin, une étudiante leva la main. Elle avait les larmes aux yeux. « Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fui quand tout semblait perdu ?» Il réfléchit une seconde. « J'ai voulu fuir ? Oui, plusieurs fois. Mais il y a une chose que j'ai apprise. Quand on part, on emporte ses blessures. Quand on reste, on les transforme. » Applaudissements, lents, profonds, un tonnerre doux. À son retour à Morton Hill, un petit comité l'attendait devant la maison. Ellie tenait une pancarte faite à la main. « Mon papa est un super-héros sans costume. » Graham éclata de rire. Puis, la prenant dans ses bras, il murmura « Tu sais, c'est toi le vrai héros ici. Moi, je t'ai juste suivi. » L'hiver arriva doucement. La première neige couvrit le toit de la maison. La balançoire se figea sous le givre. Mais à l'intérieur, la chaleur restait intacte. Celle qu'on ne mesure pas avec un thermostat. Celle des histoires vraies, des cicatrices visibles et invisibles, des secondes chances honorées. Et un jour, Graham ouvrit le carnet laissé par Edward, celui qu'il gardait près de son lit. Une dernière phrase qu'il n'avait jamais remarquée était griffonnée à la toute fin. « Tu n'as pas été choisi pour hériter. Tu as été choisi pour aimer. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Il ferma les yeux et il sourit. Parce que maintenant, il le savait. La véritable richesse d'un homme ne tient pas dans ce qu'il possède. Elle tient dans ce qu'il protège, ce qu'il transmet, ce qu'il choisit de ne pas abandonner. Un enfant, une maison, une histoire et surtout un espoir.